Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste pour la capsule santé où c'est très clairement, je le dis franchement, un épisode piège pour moi puisqu'on va parler des émotions en cyclisme. Bonjour Camille, bienvenue une nouvelle fois sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, c'est la capsule que tu animes avec moi depuis maintenant 2 ans. C'est une idée de toi, les émotions. Ouais, je me suis dit que c'était quelque chose d'un peu perso et d'un petit peu moins pratique que ce qu'on fait d'habitude, mais du coup j'avais hyper envie qu'on en discute parce que je pense que c'est vraiment central dans notre sport. Du coup je me suis dit parlons de ça, tiens. Moi, les émotions, c'est ce qui guide tous mes choix, très clairement, que ce soit dans le cyclisme. Alors, on va parler du cyclisme, effectivement, où ça procure, je pense que c'est un reflet de la vie, en fait, très clairement, tout type d'émotions. Mais de manière générale, ce sont les émotions qui guident mes choix, la fameuse petite voix intérieure, le feeling. Donc voilà, j'ai hâte qu'on rentre dans ce sujet, peu importe votre niveau, vos années de pratique dans le cyclisme, vous avez sans doute déjà ressenti une gamme d'émotions intenses sur votre vélo. N'hésitez pas à nous le partager en commentaire sur les réseaux sociaux, donc dans la tête d'un cycliste ou sur le site, avec grand plaisir. La joie de dévaler un col, de remporter une course, la frustration d'une crevaison, d'autant plus si elle est en pleine nuit, la détermination face à une ascension où vous restez des heures dans un col alpestre ou dans les Pyrénées, par sa difficulté, la satisfaction juste après une longue sortie entre amis. Toutes ces émotions sont forcément omniprésentes dans votre pratique et influencent les différents choix que vous pouvez faire, mais aussi la notion de performance. Et c'est vrai qu'en préparant cet épisode, Camille, tu m'as parlé de l'épisode qu'on avait enregistré avec Antea. Qui est un de mes épisodes préférés, je pense. Avec toi. Je vous invite à retourner cet épisode sur la préparation mentale avec Antea Juin, qui sera d'ailleurs au départ du 500 km. Elle s'est fixé ce défi d'être au départ du 500 km Race Cross France. Alors, au moment où on enregistre, on est quelques jours avant Race Cross France. Au moment où sera diffusé cet épisode, vous saurez si elle a été finisher ou pas, puisque cet épisode sera diffusé à la rentrée de septembre. Et justement, on voulait positionner cet épisode pour cette rentrée, puisque l'épisode de juillet était quant à lui sur la gestion, l'équilibre, vie pro, vie perso, vie sportive, juste avant vos vacances. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à retourner écouter cet épisode sur trouver le bon équilibre entre sa vie sportive et sa vie professionnelle. On l'avait positionné juste avant les vacances pour justement avoir un peu d'introspection pendant les longues heures sur les transats ou de marche ou de randonnée ou de sortie vélo, mais en tout cas une activité pendant la période estivale. Et là, on est en phase de rentrée. On voulait cet épisode justement sur la gestion des émotions pour retrouver un petit peu de peps et d'envie et de motivation en cette phase de rentrée. Alors, on commence par quoi, Camille ? Est-ce que tu veux rentrer sur une émotion en particulier ou discuter de l'éventail des émotions qu'un sportif peut ressentir ? Ouais, moi j'ai essayé de réfléchir et je vous invite à faire ce travail aussi aux différentes émotions que j'ai pu ressentir lors d'une sortie à vélo. Et par exemple, il y a l'excitation au départ d'une course, au départ même d'une sortie en groupe et tout. Vraiment ce truc de... rien que d'en parler, j'en ai un peu la chair de poule, mais vraiment se dire, allez, là c'est parti. Puis après, il y a ce moment où on se retrouve seul, puis on est au milieu des champs de lavande, et puis le soleil se couche, et là on est vraiment dans cet état de flow, cette sérénité hyper grande, hyper agréable. Donc il y a aussi ce moment-là. Puis il y a des émotions qui sont beaucoup moins positives, mais il y a par exemple la frustration. La frustration, elle peut être liée bien sûr à une panne mécanique, mais même à un moment où on sent qu'on n'a pas de jambes, on voit qu'on n'avance pas, on sent qu'on est frustré, on remet en question toute sa préparation, vraiment ce truc-là qui est lourd à porter, qui est dur et qui est désagréable. Et puis après, on a aussi, parfois il y a de la tristesse. Alors ça peut être soit une espèce de mélancolie, moi, qui va des fois m'envahir pour X ou Y raison, parce que c'est un sport qui est quand même très introspectif et que du coup, d'un coup, je vais être triste. Ou alors là, je me rends compte, moi, j'ai pas eu l'expérience d'abandonner en course, mais j'ai déjà eu l'expérience de faire une sortie. Là, notamment, en étant enceinte physiquement, il y a des jours, ça ne passe pas. Et du coup, j'ai pas la caisse et tout le monde me double. Et du coup, là, je suis vraiment triste et frustrée.
par ça, puis en même temps l'acceptation de se dire c'est pas grave, je fais de mon mieux, mon corps il fait du mieux qu'il peut, puis ma tête aussi, et puis on en vient à accepter un peu cette émotion, et puis après il y a aussi la satisfaction de finir quelque chose, la satisfaction de finir une épreuve. Moi je trouve que c'est cette émotion là, c'est presque une drogue quoi. De vraiment d'arriver au bout de quelque chose qu'on a préparé de longue haleine. Je trouve que c'est une super émotion. Donc voilà, moi je me suis listé ça, mais je voulais bien les tiennes aussi. Plein d'émotions. Mais alors ce que je te propose, c'est qu'on peut peut-être les mettre par catégorie. C'est-à-dire, si on parlait déjà des émotions avant épreuve. Donc tu parlais de la joie, justement, qui précède une épreuve ou un ride entre amis. Moi, j'aurais mis dans les émotions qui m'ont traversé et qui peuvent probablement vous traverser, parce qu'il suffit de vous observer parfois au départ de certaines épreuves, et on le voit bien, c'est la peur. C'est vrai. C'est-à-dire que ce soit une compétition, parce que tu as peur de l'intensité, tu sais qu'il va y avoir à un moment donné une pointe d'intensité, tu appréhendes de savoir si tu vas suivre la tête de course ou pas, ou juste une séance, ça peut être de l'entraînement aussi, où tu sais que tu as peur parce que tu sais que ta séance d'entraînement qui est prévue, eh bien effectivement c'est de l'intervalle et c'est très traumatisant mentalement de faire des séances d'intervalle, ou tu sais que tu vas partir sur un 500 bornes, un 300 bornes ou un 2500 km. Ben moi c'est la peur, et c'est presque ce moment-là qui va te mettre dans une bulle où là tu sais que tu es au départ et tu penses à tous les moments de la préparation, tu penses surtout aux conséquences de cette épreuve. Est-ce que tu vas réussir? Est-ce que tu vas te rater? Si tu te rates, quelles vont être les conséquences? Si tu réussis, quelles vont être les conséquences? Donc je trouve que ce moment d'avant-départ, alors pas les jours d'avant, où là ça peut être un stress différent, mais là je parle plus de l'heure, on va dire, tu vois, avant-départ, où là tu vois les visages se fermer, et là je trouve qu'il y a la peur qui s'installe. C'est vrai, c'est très vrai. Je pense, quand t'en parlais là, je pense qu'il y a aussi une autre émotion qui peut être liée justement à cette peur-là. Alors je sais pas, peut-être que je suis la seule à expérimenter ça, mais des fois il y a presque aussi un peu de honte et de gêne. De me dire, est-ce que c'est légitime d'être là? Est-ce que un petit peu? Ouais, ou juste un truc de, je sais pas, ou de manquer d'ego, ou de trucs comme ça, mais de se dire... mais qu'est-ce que je viens faire là? Et en fait, de voir tous ces... quand tu vois plein de gens qui sont très affûtés, qui ont des super beaux vélos, super bien préparés, etc. Et que toi, tu débarques... en plus, moi, je pense que ça va. J'ai toujours été quand même bien préparée et bien équipée. Mais avec ce truc de... Waouh, qu'est-ce que je fais là, en fait? Et alors du ça, coup, je me la pose plus pendant l'aventure, tu vas me dire, mais pourquoi j'ai fait ça, tu vois? Mais c'est vrai que oui. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Je pense que on peut aussi avoir ce doute-là à certains niveaux. Mais toi, par exemple, alors, tiens, quand tu dis, mais qu'est-ce que je fous là? C'est quoi le cheminement mental pour sortir de ça? Alors, déjà, quand ça arrive, c'est souvent lié à la difficulté. C'est-à-dire que t'es dans un moment, tu sais, on en a déjà parlé. Tu te dis jamais ça quand t'es bien, c'est vrai. On a toujours cette sinusoïde dans le long, parce qu'on parle du long, on en fait tous les deux, mais même dans une épreuve, dans une compétition, ou dans un entraînement, ou dans une saison, mais tu as une sinusoïde, on va dire ça comme ça. L'objectif étant effectivement que le sommet soit le plus... en tout cas que cette sinusoïde soit la plus plate possible. Ça évite des moments très difficiles et des moments d'euphorie très intenses. Et donc, généralement, c'est associé à des moments très difficiles où là, les messages négatifs arrivent parce que tu perds ta concentration et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et c'est généralement associé à... Pour moi, quand je me pose ces questions-là, c'est associé... Je suis dans une phase difficile. Parce que, comme tu l'as dit, quand tout va bien, c'est une autre émotion qui se met en place. Mais pour moi, c'est toujours associé à un moment difficile et je n'ai pas cette émotion-là au moment du départ. Au moment du départ, c'est plus est-ce que tout va bien se passer, tu vois? Est-ce que j'ai pensé à tout? Est-ce que j'ai tout prévu? Parce que dans l'épisode précédent, tu parlais de ton côté psychologique dans l'agenda. Moi, c'est dans la préparation d'un événement. Je me suis vu tester sur la longue distance, parce que moi j'ai commencé l'ultra-distance par le avec assistance. C'est-à-dire, tu as une équipe autour de toi qui gère tout. Qui gère tout. Ouais. Voilà. Alors bien évidemment, tu leur dis pas débrouillez-vous les gars, voilà. Non, c'est que tu les aides à tout gérer pour que ce qu'ils t'apportent, ce qu'ils te donnent ou la manière dont ils te parlent soit exactement celle que tu attends. Et donc j'ai basculé ensuite vers le sans assistance. Et là, c'est posé une question, c'est l'alimentation. Parce que moi, j'étais habitué à ce qu'on m'apporte la calorie.
Quand tu fais du bikepacking, il faut que tu trouves la calorie. Ouais. Et donc, je m'étais dit, mais à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est emmener la calorie avec moi. Je me rappelle, tu avais emmené des soupes. Et voilà, Putain de temps. j'avais emmené... Je me rappelle que tu avais emmené des kilos de soupe. J'avais emmené des kilos de soupe en me disant, mais attends, donc l'alimentation, emmener tant de calories par heure par jour, C'est c'est vrai impossible que dans un t'avais sac. fait ça. Donc, je vais faire des sachets d'alimentation liquide. Et donc, j'avais préparé mais peut-être 18 ou 20 sachets d'alimentation liquide. Tout ça pour changer ton bidon en roulant pour pas perdre de temps. Et tu prends un nid de poule et le bidon saute et tu te retrouves avec toute la soupe sur ton cuissard. Et là, tu te dis, mauvais plan. Donc là, on dérive, mais effectivement, j'étais allé juste à essayer de travailler ça. Mais parce que ça, tu penses que genre ça réduit après ton angoisse au départ de course? Bah pour moi, le fait d'être dans le dur, ce que j'appelle prendre le mur, comme certains le prennent sur un marathon, quand tu fais de la longue distance, prendre le mur, ça veut dire que tu roules à 12 à l'heure sur du plat. Ouais. Donc tu n'avances pas. Et là, tu te poses beaucoup de questions. Et ça, c'est mon angoisse. Et pour moi, ça, c'est associé directement au manque de calories. Si tu as de la calorie, tu as de l'énergie. Donc tu peux appuyer, donc tu n'as pas de perte de motivation. Si pour moi, tu as déjà une perte de concentration, c'est lié à un manque de calories. Et donc là, tu as cet effet traumatisant d'être dans le mur, où tu n'avances pas pendant, peut-être 2, 3 heures, 4 heures, le temps que le corps se relance. Après, avec l'expérience, tu sais que ça va se relancer, que ça va revenir et qu'il ne faut pas s'arrêter, mais c'est traumatisant. Et donc, pour moi, la peur, elle est liée au départ à tout ça. Ok. Voilà. Est-ce que tu as bien pensé à tout pour éviter ce moment où tu vas te dire « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Ouais. Non, mais je pense, tu vois, que ça peut être justement en termes d'émotion, la manière dont on prépare, la manière dont on gère, elle est différente suivant chaque personne. Complètement. Moi, j'ai vu des gens sur des épreuves d'ultra qui n'avaient pas testé leur lampe avant, en roulant de nuit, et qui n'ont pas testé leur matos, en fait. Et du coup, moi, je me dis, mais impossible. À quel moment c'est possible de partir sur un truc, ou même la sacoche qui frotte. Enfin, pour moi, c'est pareil, c'est des trucs en termes d'émotion, parce que, tiens, l'énervement, tu vois, on n'en a pas parlé. Mais l'énervement d'une sacoche qui frotte, mais c'est horrible, en fait. Tu vois, c'est l'énervement, mais moi, ça bascule dans l'acceptation. C'est-à-dire, ok, bon, effectivement, ça frotte, mais t'as 2000 bornes à faire. Ok, t'as pas de solution, donc elle va frotter. Voilà. Ah ouais, non. Et tu acceptes. Tu vois, alors, moi, tu la serres un peu plus. Ça me rend folle. Genre, même un disque qui frotte, c'est un truc, mais vraiment, ça me... Là, je te rejoins. Ça rend fou. Moi, j'ai arrêté de faire... Même parfois, une fois arrivé en bas des escaliers de chez moi, remonter les escaliers pour pas sortir parce que la roue frotte. Ouais. Et là, tu dis, c'est pas possible. Ouais, ça, c'est... Ouais. Il y a des trucs... Donc, comme quoi, avant une épreuve, il y a des tas, propres à chaque personne, d'émotions qui peuvent se mettre en place. La joie, la peur. Et ensuite, il y a des autres émotions qui vont se mettre en place pendant l'événement, pendant ta course, ton entraînement. Alors effectivement, tu en as cité plusieurs, c'est la sérénité, c'est l'exaltation, c'est la satisfaction, c'est l'adrénaline aussi à l'approche d'un effort ou l'approche d'un monument ou le serait-ce que d'une ascension un peu plus difficile. La frustration, tu as parlé de l'abandon, ça va être intéressant de parler de l'abandon, parce que tu l'as pas connu sur une épreuve. Je l'ai connu et ça reste une frustration et je peux en parler. L'enthousiasme, la déconnexion, l'émerveillement. Mais je pense que tout ce qu'on ressent sur le vélo, je ne saurais pas expliquer à quoi c'est lié, mais tout est super exacerbé. Alors, et par contre, ce que j'ai pu constater, et là c'est à travers un autre podcast qui est Ultra Talk, c'est que par contre, quelle que soit la discipline, toutes les émotions dont on parle sont communes. Ouais. Que tu prennes un navigateur, que tu prennes un alpiniste, que tu prennes un trailer, que tu prennes un skieur, que tu prennes un aventurier, toutes les émotions dont on parle, tous l'ont connu, quel que soit le sport. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs amené à creuser Ultra Talk avec différentes disciplines, parce que je me suis dit, en fait, ce que je vécu moi, des tas d'autres personnes en parlent de la même manière, alors qu'elles n'ont pas du tout fait ce que j'ai fait, mais en parlent comme si, en utilisant les mêmes expressions, les mêmes mots que moi, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai creusé Ultra Talk, en invitant d'autres disciplines que le cyclisme, parce que toutes ces émotions-là, elles sont propres, quel que soit le sport. Elles sont communes. Mais je pense que doit y avoir probablement un mécanisme. C'est les bienfaits du sport, en fait. C'est aussi ce que tu vas chercher. Mais c'est aussi dans ce truc d'ultra dépassement qui fait que tout est... Moi, je me rappelle
de voir des gens et de ressentir mais une joie immense, genre sur la Race Across France, l'année où j'ai fait le 300, et je me rappelle de Maxime Prieur qui me double. Du Fast Club, effectivement. Ouais, du Fast Club, et qui avait en plus, qui avait fait deuxième cette année-là, et qui était dans une forme olympique. Et je me rappelle que, je sais plus où est-ce qu'il me double, mais je crois en arrivant dans le Verdon. Et vraiment, et Maxime a une telle énergie, il a tellement la pêche, il est tellement marrant. Et j'étais si contente de le voir, ça me faisait tellement plaisir. Et je suis contente de le voir en général, hein, ne nous méprenons pas là-dessus. Mais vraiment, ouais, tout est exacerbé. La bouffe, typiquement, mais c'est pour ça que l'histoire des soupes, tu vois, ça me fait trop rire. C'est que moi, c'est vrai qu'un morceau de Babybel sur une course, ça peut être le meilleur truc que j'ai jamais mangé. Et je pense que c'est ça qu'on va chercher aussi. Hein. Et quelque part, le versant négatif de tout ça, c'est que quand on est triste, on est hyper triste. Et quand on est frustré, on l'est vachement, mais c'est en parallèle de toutes les émotions positives qu'on va ressentir. S'il y avait des émotions, Camille, une ou plusieurs émotions que tu aimerais mettre en avant et sur lesquelles on pourrait s'arrêter pour partager à tous les cyclistes, hommes et femmes qui nous écoutent. Je pense, tu vois, pour revenir un peu à notre pratique, à notre niveau, etc., que moi, si je dois retenir une émotion de tout ça à laquelle je m'attache, c'est quand même essayer de m'émerveiller. On fait un sport qui est beau dans des lieux qui sont incroyables. Enfin, rouler en France, ça reste dingue. Rouler à l'étranger aussi. Et c'est vraiment, quand c'est dur, comme quand c'est joyeux, quand on est seul, comme quand on est avec des gens, essayer de toujours s'émerveiller de ce qu'on est en train de voir. C'est tellement beau. Moi, j'adore rouler la nuit parce que j'adore voir des renards, j'adore voir des biches. Des sangliers un peu moins. Des sangliers. Et encore que, tu vois, je suis là, genre quand même, c'est cool du moment qu'ils me sautent pas dessus, mais et du moment que je ne roule pas sur un blaireau. C'est pour ça qu'on a fait le 200 km by night sur Race Across France, parce que toutes les autres distances déjà elles sont sold out, mais on s'est dit que la meilleure manière de goûter à l'ultra-distance, c'est effectivement le roulage de nuit, qui est une vraie expérience, hein, parce que 200 km de jour, tu prends le même parcours de nuit, c'est pas la même aventure. C'est pas du tout la même chose. Et je crois, même s'il y a très peu de participants cette année qui l'ont fait, mais je pense que le potentiel est juste extraordinaire. Je pense aussi. Je pense que vraiment, et si on n'a jamais eu l'occasion, moi j'avais beaucoup d'appréhension au début. Beaucoup d'appréhension. De rouler de nuit en me disant, mais est-ce que je vais être vraiment visible ? Est-ce que je vais pas avoir peur ? Puis moi je suis un peu quand même trouillarde de base. Et en fait, j'ai mes meilleurs souvenirs de courses ou même d'entraînement qui sont des couchers de soleil, rouler de nuit, donner des pâtes de fruits au bébé renard. Il n'y a pas de bruit, c'est calme, il y a moins de circulation. Ouais, c'est vraiment... Donc voilà, c'est merveilleux de choses très simples, même quand on ne voit pas grand-chose, même quand juste on est sur ses sensations. Je pense que moi, c'est mon émotion que je retiens le plus dans le vélo. Et on parle d'émotion, il y a quelque chose qui revient souvent et qui marque beaucoup les personnes, et c'est aussi quelque chose qu'on essaye d'aller chercher et on essaie même de comprendre le mécanisme pour le déclencher, c'est l'état de flow, le fameux état de flow de sérénité absolue. Tu as déjà connu ? Ouais, mais je réfléchis. Est-ce que tu serais capable de dire combien de fois je l'ai vécu ? Pas vraiment. Tu saurais, toi ? Ah ouais, moi, je dirais 3-4 fois. Vraiment, mais de plénitude, mais... c'est un sentiment tellement extraordinaire. Ouais, pour moi, tu vois, c'est plus dur parce que c'est tellement un truc qui est une émotion qui est hyper... en fait, qui prend tout. Tu vois, où il n'y a plus rien qui est vraiment important, où tu es vraiment dans l'instant présent. Ah, mais tu es déconnecté de tout. Et où, du coup, il n'y a plus que ça qui importe. Et moi, j'ai plein de souvenirs, pas forcément d'heures, de flow, mais juste de moments où, il s'est passé 40 minutes, où est-ce que j'étais ? Et c'était juste trop bien, et c'était facile, et il n'y avait pas de douleur, il n'y avait pas de difficulté, il n'y avait pas de pensée négative. Le flow est souvent associé à ça, hein, c'est-à-dire tu n'as plus de sensibilité de douleur, tu n'as plus de repères temporels, j'allais dire, tu es presque même en lévitation, mais c'est-à-dire que et ceux qui l'ont déjà vécu et qui nous écoutent vont tout à fait comprendre. C'est un sentiment tellement particulier que tu le recherches, parce que ça t'a apporté tellement une plénitude que tu le recherches, mais
mais très peu sont capables de le déclencher. Ouais, c'est ma grande question. Est-ce qu'il y a des trucs qui peuvent, tu vois, t'amener... Moi, j'ai l'impression que c'est un peu trop le vouloir. Alors, c'est pas de la méditation, attention. Tu vas t'empêcher de l'avoir. Ouais. C'est comme un état de méditation. Mais la méditation, tu peux faire des séances de méditation. Là, faire des séances de flow, moi, je ne connais pas. C'est impossible. Quoi. Et généralement, en tout cas, là aussi, je partage mon expérience personnelle, c'est lié à la fatigue. Ça t'arrive rarement quand tu es en pleine forme, je pense. C'est vraiment avoir fait... Il faut que tu aies un état de fatigue avancé pour que justement tu switches sur le lâcher-prise total. Donc je pense que c'est lié à la durée de l'effort, à l'intensité de l'effort, à la fatigue, donc un peu de privation de sommeil. Mais en tout cas, ça marque énormément et beaucoup sont à la recherche de ça. Alors, il peut y avoir le bien-être sportif, tu peux être bien dans ta pratique, mais l'état de flow, pour moi, se positionne encore au-dessus. C'est un peu de la méditation presque. Tu es vraiment déconnecté. Clairement. Déconnecté de l'endroit de là où tu es. Est-ce qu'il y a une autre émotion que tu aimerais mettre en avant ? Je réfléchis. Je réfléchis vraiment, mais je pense... Non, moi, je pense que c'est deux bons états qui sont... Après, si, il y a l'état quand on arrive. Tu vois, vraiment la joie pure, la joie, l'exaltation, le sentiment d'accomplissement. Ouais. Ça, c'est super, super important. Je pense qu'il y a peu de choses comme ça. Après, il y a des choses qui, professionnellement, en tout cas pour moi, ont pu s'en rapprocher, de préparer des échéances pendant très longtemps et d'arriver au bout. Mais voilà, ce truc de j'ai bossé tellement longtemps pour ça, il y a eu tellement de... C'est tout le chemin parcouru aussi, on en parle souvent... Ici, mais c'est vraiment préparer une course, c'est pas que le jour J, c'est tout ce qu'il y a avant, c'est à la fois tous les bons moments, toutes les peurs, les doutes, la préparation, partir avec 18 sachets de soupe, tous ces trucs-là. Et quand on arrive à la fin et qu'on se dit « Ok, en fait, ça va », et ce truc-là de... il y a des choses qui se sont passées comme prévu, il y en a d'autres pas du tout, mais en fait, quoi qu'il arrive, je suis arrivée au bout. Je pense que ça, c'est un des plus chouettes sentiments que j'ai pu ressentir, quoi. Alors, je te rejoins totalement, Camille. C'est un chouette sentiment et c'est, pour moi, ça doit être un socle, l'accomplissement, donc le fait de réussir quelque chose, quel qu'il soit, mais à côté du moment où c'est important pour la personne, c'est de prendre le temps de se dire ou de se convaincre, mais que ce qu'on a réussi là, ça s'est pas fait comme ça. Effectivement, il y a eu de la préparation, de la recherche, des sacrifices, mais pour moi, ça doit impérativement être un pilier et un socle pour rebondir, pour aller plus haut. Tu vois, c'est-à-dire, moi, je me pose souvent la question, c'est que quand j'ai réussi quelque chose, après la réussite, c'est chez moi une définition un peu particulière, mais quand tu as fini quelque chose et ça s'est bien passé, c'est de se dire comment j'utilise ce que je viens de faire pour me développer. Pour la marche suivante. Ouais, je suis vachement comme ça aussi. Ok, ça s'est bien passé. Mais je fais... En fait, c'est souvent la question que je me pose, c'est je fais quoi avec ça ? Tu vois, comment je m'en sers ? Alors, pas je m'en sers de manière négative, mais comment j'utilise pour me développer, pour me déployer, pour passer un étage au-dessus et être encore meilleur, encore mieux faire les choses. Mais comment j'utilise ça ? Et non pas de se dire... je l'ai réussi, maintenant je me tape dans le dos et je me détends. Page, quoi. Et ça vient probablement de l'expérience que j'ai eue quand j'ai terminé Race Across America, où je pensais que c'était la fin d'un chapitre pour moi, en me disant, voilà, j'ai fait Race Across America, maintenant je ferme le chapitre vélo, je rentre dans une vie rangée, avec un vrai métier. Et en fait, ça a été tout l'inverse. Et en fait, ça a été tout l'inverse parce que... et je pense que c'est aussi cette expérience-là où ça a été un carrefour de vie pour moi. Mais en tout cas, voilà, je pense que quand on fait des épreuves de longue distance, que ça soit un 300, 500, puisqu'on parle de cyclisme en l'occurrence, on est sur un podcast consacré au cyclisme, j'ai réalisé cette aventure, ce défi, n'importe, mais comment je l'utilise. Et je trouve qu'on ne prend pas assez de temps pour se retourner un petit peu et regarder toutes les marches que l'on a franchies pour réussir ce qu'on a réussi. On passe trop vite au projet suivant. C'est très vrai. Et à l'inverse, tu vois, en cas d'abandon, qu'est-ce que tu fais des émotions dans ce moment-là ? C'est dur, l'abandon. L'abandon, déjà, nous, ce qu'on peut observer avec... ce que j'ai pu observer avec mon équipe, et on forme les nouveaux bénévoles sur Race Across Series à refuser parfois des abandons.
Parce qu'il y a certains abandons qui sont pour se décharger de la pression mentale que ça met d'être dans l'épreuve. Et de se dire, j'abandonne. Quelque part, la personne se dit, à compter du moment où l'abandon sera officiel, je serai soulagé. Ouais. Mais c'est passager. Parce que la demi-journée suivante, les personnes, beaucoup, sauf si c'est vraiment une blessure, ces personnes regrettent. Voilà. Ouais, moi j'ai beaucoup vu ça, de juste, il y a un ras-le-bol, il n'y a pas de bobo, il n'y a pas de problème, c'est juste, genre, il y a une souffrance j'ai envie que ça s'arrête. Émotionnelle qui est trop grande et du coup, ça s'arrête. Et donc ça soulage de dire j'arrête. Et 2 heures j'arrête. après... Finalement, je vois bien. Finalement, tu vois, je suis sur mes 2 pieds, j'aurais pu pédaler. Tu vois, je pense souvent à cette citation très connue de Mike Hall, mais qui est très utilisée dans l'ultra, qui est de ne jamais abandonner la nuit, de laisser la nuit passer et d'attendre au petit matin. Et c'est vrai que beaucoup de coureurs d'ultra disent que ça marche hyper bien. Et je pense que... Est-ce qu'il y a un truc comme ça, tu penses, genre au niveau émotion, où on se dit, OK, t'as le droit de prendre 1 heure et... Comment est-ce que vous gérez ça, par exemple ? Je pense à Sébastien Scotto di Fasano, qui a fait la RAF 2 fois, qu'il a fait avec sa compagne. Je crois qu'il est inscrit à nouveau cette année avec des amis ou seul, mais en tout cas, voilà, qui est un fidèle participant de nos épreuves. Il a partagé cette anecdote sur un podcast que j'ai enregistré avec lui, donc vous pouvez aller l'écouter sur Ultra Talk. Et en fait, il expliquait qu'une fois, il était sur le 1000 km. Et il est arrivé au pied du Ventoux, donc il avait fait 300 km, c'était quand on était dans le sens Mandelieu, nord de la France. Et il est arrivé, il avait pris un peu trop de sucre, donc il était écœuré, comme beaucoup. Font cette erreur-là quand on débute l'ultra-distance. Et donc... il arrive sur la base de vie avec sa femme qui était là, ses amis, il tournait, il essayait un peu de trouver un élan de courage pour repartir. Et puis, à un moment donné, il va vers un de nos volontaires. Il lui tend le GPS en disant « Ouais, là, ça fait 2 heures que je suis sur la base de vie, je suis toujours autant mal au ventre, j'ai vomi, je me sens pas bien, j'abandonne. » Et le responsable de la base de vie lui dit est-ce que tu as pensé à ci, est-ce que tu as pensé à ça? Et puis à la fin, il lui dit, mais est-ce que tu as été dormir? Et Sébastien lui fait, ah non, ça, j'ai pas essayé. Et il a été dormir 3 ou 4 heures, je crois, et il s'est relevé, il s'est dit, mais finalement, ça va. Il est reparti et il a été finisher de la Race Cross France il y a 3 ou 4 ans. Mais des exemples comme ça, on en a plein. Tous les ans, on refuse des abandons parce que, comme je te l'ai dit, l'abandon, c'est la permettre de se dire, alors, j'ai mal aux fesses, j'ai mal aux genoux, j'ai un petit peu mal au ventre, je suis fatigué, je manque de sommeil. Et le fait de dire j'abandonne, ça t'enlève tout de suite ce poids-là. Et donc, tous les ans, on le fait. Voilà. Donc, l'abandon, c'est très particulier. Et moi, je peux te partager le fait où on est validé mon abandon. Alors, c'est un sentiment de soulagement sur les heures qui suivent. Effectivement, tu dis c'est bon, c'est fini, je vais pouvoir dormir, je vais pouvoir... manger, je vais pouvoir ne plus entendre le vent dans les oreilles, qui peut être traumatisant. Mais en fait, ça a été une immense frustration quelques heures plus tard, parce que je me suis dit, mais en fait, si je m'étais arrêté ne serait-ce que 5-6 heures, j'aurais été toujours dans les délais, et j'aurais pu repartir, parce que là, regarde, 5-6 heures après, ça va bien. Ouais. Et donc, pour moi, c'était sur Race Cross Italie, c'était il y a 10 ans. 10 ans, j'étais en tête de l'épreuve, donc une Race Cross, on va dire, avec assistance et une épreuve internationale, et j'étais en tête sur la première traversée, donc Adriatique-Méditerranée. Et là, j'ai commencé à avoir des soucis gastriques au retour, et j'ai arrêté au petit matin, parce que j'avais pédalé toute la nuit, j'avançais plus dans cette pente à 5%, je devais être à 6 à l'heure, enfin, il n'y avait rien de difficile, mais j'avançais plus parce que j'avais pas mangé depuis 8 heures, donc forcément, j'avais plus de force. Et c'est un énorme regret, et parce que mes assistants, qui eux aussi étaient fatigués, m'ont pas dit non. Ils m'ont dit, tu vas abandonner? Ok, très bien, mets-toi là, on va ranger le vélo. Et sans rien me dire, ils ont rangé le vélo parce qu'eux aussi étaient épuisés. Et c'est un énorme regret pour moi d'avoir abandonné. Donc je pense que cette expérience-là fait qu'aujourd'hui, dans notre équipe, on accepte les abandons quand vraiment c'est une blessure, une chute ou autre problème. Mais la fatigue, pourquoi tu arrêtes? Parce que je suis fatigué. Ça, malheureusement, on ne le prend pas. Enfin, oui, non, on discute avec la personne, on est attentif, mais cette émotion de vouloir abandonner et de pouvoir se décharger de cette fatigue, de ce bruit ambiant, fait que quelques heures après, une autre émotion arrive, et là, c'est l'émotion de la frustration. Et on sait qu'on fait, et là, je te le dis aussi par expérience sur le podcast Ultra Talk, qu'il y a de grands exploits qui naissent de la frustration. Donc, ça peut être un rebond derrière, mais voilà les émotions qui peuvent s'entremêler. Et puis, si on reste le pendant,
moi, j'avais une émotion que j'aimerais mettre en avant, c'est la pleine conscience. Mhm. Est-ce que toi, tu as déjà eu l'occasion, à travers tes différentes aventures, de te dire à un moment donné, alors t'es pas dans l'état de flow, mais te dire, waouh, Ouais, voilà ce que je fais te à cet dis, instant présent. je sais pas si c'est vraiment de la pleine conscience, mais pour moi, l'émerveillement, ça s'en rapproche assez. Tu sais, te dire, waouh, là, vraiment, tout ce que je vis, c'est incroyable, tout ce que je vis, c'est beau, ces espèces de moments, et je trouve qu'on est vivant quand on est dehors, je trouve qu'on est, les choses dont on se rappelle, on vit plein de jours, des fois, qui s'enchaînent, qui n'ont pas vraiment d'importance, dont on se rappelle pas, etc. Et moi, il y a plein de trucs, alors je sais pas si ça s'apparente à de la pleine conscience, mais en tout cas, des moments qui sont gravés à l'intérieur de moi, parce qu'il y a eu ce sentiment, genre, c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux et ça, je le garde et je vais le garder aussi longtemps que possible. Ouais, ce fait de... Ça, je le garde et je vais le garder le plus longtemps possible. Moi, ça m'arrive assez souvent. Et j'ai des souvenirs de ce premier sentiment de se dire, attends, là, tu mets sur pause, tu te recules et tu enregistres ce qui se passe. Je me souviens de ça lors d'un diplôme. En fin de diplôme, je me souviens, et je vais te partager ce souvenir personnel. J'étais en échec scolaire. Quand j'étais en 4e, 3e, en fait, quand j'étais au collège, j'étais en sport-études et tout se passait bien. Donc, je faisais mon école, 16h, on était sur le terrain de foot et j'étais en sport-études et c'était des périodes géniales. Et puis, 3e, 4e, le sport-études s'est arrêté dans la section que j'étais. Et là, on commençait des problèmes. Donc, des redoublements, échecs scolaires et en fin de 3e, il fallait faire un choix dans ta scolarité. On n'était pas dans Parcoursup de maintenant. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Et donc, j'ai suivi un collègue qui avait fait un BEP. Donc, je me suis retrouvé en BEP-CAP dans un établissement qui était quand même assez chaud. Et je me souviens de cette émotion-là où, à la fin de l'examen du BEP, BEP-CAP, électrotechnique, en fait, j'ai commencé le vélo à ce moment-là, donc j'avais repris confiance en moi, parce que je m'étais remis à gagner 1 ou 2 courses, donc j'avais retrouvé de la confiance en moi que j'avais perdue à travers l'école, qui était un échec scolaire. Et je me souviens avoir terminé mon dernier examen, avoir posé ma feuille, mon stylo à côté, m'être reculé et me dire, il me reste 45 minutes, j'ai terminé. Voilà. Enregistre ces moments-là. Et tu vois, je t'en parle encore des dizaines d'années après. Et ça m'a marqué. Et dans le vélo, je le fais régulièrement. Quand je suis dans un décor généralement exceptionnel, je me dis, mais alors l'appareil photo ne pourra pas enregistrer tout ce que moi je vois et toutes les émotions que j'ai. Et donc, enregistre au fond de toi-même ce moment-là pour pouvoir y repenser plus tard. Et ça, je le fais régulièrement. Et je trouve que cette émotion, cet état de pleine conscience, je ne sais pas comment tu peux l'appeler, mais en tout cas, cette émotion de se dire, voilà, je suis en train de vivre un truc, il faut que et malheureusement, ces émotions-là, généralement, tu ne peux pas les partager. Parce que les gens, ils ne peuvent pas comprendre ce que tu as vécu. Tu vois, tu ne peux pas leur dire, il y avait un arbre, une vue, le soleil, machin. C'est difficile à décrire. Ouais, mais c'est en même temps, je pense, très positif. Tu vois, parce qu'on est tellement dans une société qui est dans tout ce que je fais, je le partage. Tout ce que je vis, je le partage. On va faire un épisode sur ça aussi. Ouais, et il y a vraiment ça. Puis même en ultra, tu vois, je plaisantais l'autre jour à ce sujet-là, mais je disais, non, mais aujourd'hui, quelqu'un qui fait de l'ultra sans son téléphone, c'est pas possible. Et on me disait, mais c'est pour appeler. Je fais, non, c'est pour faire des stories. Mais voilà, c'est juste ce truc-là où on est tout le temps dans genre l'oversharing, dans le partage excessif de tout ce qu'on fait, et du coup se dire, c'est pareil dans les émotions. Tiens, ça, en fait, c'est mon journal intime. C'est peut-être pas écrit, c'est peut-être pas dans un carnet, mais par contre, cette émotion, je la prends, je la garde pour moi, et puis les jours où ça ira moins bien, et puis les jours où je pourrais aller la revisiter, et je pense qu'il faut se laisser l'espace de vivre ça aussi. Encore une fois, là, on se parle entre convaincus, on fait tous du vélo, on est tous un petit peu on aime bien quand même, je pense, ce côté contemplatif, mais il y a de plus en plus quand même de stories, de posts, de machins, d'algorithmes qui te demandent de poster sans cesse. Et du coup, se dire, voilà, cette émotion, en fait, elle va rester avec moi beaucoup plus longtemps qu'une story. Et des fois, quand je retombe sur, typiquement, moi, des stories coupables que j'ai fait pendant la RAF ou pendant des trucs, et c'est des moments dont je me rappelle même pas, où je me dis, ouais, ça, c'était pas très, très important. Et les plus cool moments, et ceux que je revisite plus souvent, en fait, ils sont dans ma tête. Et du coup, se laisser ça... Et se dire des fois, tiens, je vis un truc exceptionnel, j'ai pas besoin de sortir mon téléphone pour le vivre. C'est juste
C'est bien aussi. C'est un luxe, hein, Ouais. Là-dessus, on est totalement bien. en phase. On est totalement en phase. Et puis, on parle des émotions qui sont diverses et variées, qui arrivent à différents moments pour chacun d'entre nous. Mais comment tu gères ces états d'émotions qui peuvent être parfois très positifs, comme effectivement la joie, l'accomplissement, mais aussi très compliqués, donc les hauts, les bas, comme la peur, la frustration, qui peuvent être dans la tranche basse, on va dire, de ta sinusoïde. Comment est-ce que toi, tu gères les hauts et les bas? Je pense qu'il y a plein de techniques dont on a parlé, hein, que ce soit de la sophro, de la préparation mentale avec de l'affirmation positive, de la visualisation, des objectifs réalisables, etc. Enfin, tout ça, on en a déjà parlé au sein des différents épisodes du podcast. Moi, je pense qu'il y a 2 choses, en tout cas, qui, à mes yeux, sont très importante. La première, c'est d'avoir de la compassion envers soi-même, accepter que on n'est pas toujours au top, on peut avoir un souci physique, des fois ça peut coincer et c'est pas grave, faut pas s'en vouloir, et puis faut se laisser du temps, tu vois. Moi je pense que peut-être pas abandonner, ça veut peut-être dire dormir 2 heures, et avoir de la compassion pour soi, c'est aussi ça, c'est aussi se dire ok, respecter soi-même. Ouais, peut-être je vais prendre 2 heures pour dormir, et peut-être que je finirai pas premier ou dans le top 10 ou... Et en fait, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'à la fin, aujourd'hui, les prize money en ultra, ils sont si importants? Ouais. Tu vois, c'est pas... Enfin, les classements pour la gloire, c'est très, très bien. Moi, je trouve ça super. Mais du coup, on peut prendre le temps. Moi, je préfère prendre 2 heures de plus et finir que abandonner parce que... Mais tu sais que malheureusement, même si nous, on n'est pas du tout dans cette optique de pousser à la performance, on a, je sais pas, peut-être 5% de nos participants sur les Race Cross Series qui viennent là pour une performance. Toujours est-il que tous les ans, tous les événements, puisqu'on en a 6 dans l'année sur 5 pays et 2 continents, eh bien, tu as des personnes qui nous disent « Ah là, j'ai forcé, j'ai pas dormi la dernière demi-journée parce que je voulais pas que le 44e me rattrape. » Non, mais tu vois, il y a quand même pour un ventre mou, une fin d'épreuve, c'est même pas un classement, c'est se faire rattraper. De se faire rattraper signifirait presque j'ai été faible. Alors que pas du tout, quoi. C'est exceptionnel de terminer. Exactement, et qu'en plus, au final, la seule épreuve, elle est avec soi-même. Totalement. C'est le principal défi. Donc je pense, tu vois, qu'il y a ce truc-là, et le deuxième truc, c'est essayer d'être un peu dans l'instant, quoi. L'émotion la plus importante, et tu vois, tous les moments de bonheur dont on parle, c'est beaucoup des trucs où on était là et qu'on faisait rien d'autre. Et du coup, moi, s'il y a une émotion à laquelle j'ai envie de m'accrocher, c'est ce truc de... On peut appeler ça la pleine conscience, on peut se dire qu'on est émerveillé, on peut se dire qu'on est en état de flow, mais juste, tiens, on vit le truc et on voudrait être à aucun autre endroit que sur sa selle de vélo à ce moment-là. Moi, c'est juste l'émotion que j'ai envie d'emporter. Et quand c'est dur et quand c'est pas facile, juste se dire... mais est-ce qu'on n'est pas mieux là qu'au bureau? Et souvent c'est le cas. Et moi, souvent, je me dis juste ça. Je me dis, mais t'es quand même mieux que derrière ton ordinateur éclairé par des néons dans une pièce où il n'y a pas de fenêtre et en train de galérer avec des collègues trop cons, quoi. Donc, c'est vrai. Moi, je me dis ça. Quand c'est dur, je me dis, mais il y a quand même des trucs. Et encore, on se parle d'une situation qui est quand même pas horrible, mais même quand c'est dur physiquement, même quand à l'échelle d'une vie... je pense qu'on peut redescendre un peu et se dire non, c'est cool, c'est juste du vélo. Alors, c'est exactement l'expression que j'allais utiliser, c'est que du vélo. Alors je l'utilise régulièrement pour donner un peu de la hauteur. Certes, on essaie de bien faire les choses, on essaie de se donner un maximum, mais si ça se passe pas comme c'était prévu, c'est que du vélo. Il y a des choses bien plus importantes dans la vie. C'est ce qui permet de relativiser un maximum de choses. Moi, c'est vrai que l'émotion, je dirais... je ne sais pas si c'est une émotion, mais en tout cas qui me guide aujourd'hui dans mes choix, c'est la découverte de nouveaux territoires. Tu vois, j'ai vraiment envie d'aller poser mes roues dans des paysages que je ne connaissais pas, ou en tout cas où je sais que j'ai la garantie où ça va être un effet waouh. Alors ça peut être la vue, ça peut être le monument, ça peut être la qualité du revêtement, mais vraiment cette notion de découverte pour moi, et tu avais noté dans la préparation cet esprit de camaraderie aussi. Je trouve que ça, ce côté social, le vélo devrait servir à ça. Alors on parle beaucoup d'ultra. Les gens peuvent se dire, mais ils sont tout seuls sur leur vélo. Mais je pense qu'il faut venir sur une arrivée d'ultra pour comprendre ce côté communautaire. Clairement. Et camaraderie. Ou même comprendre comment quelqu'un que tu ne connais pas au début de la course devient ton meilleur ami. Peut être ton meilleur ami. Mais vraiment, et puis pendant longtemps, moi, il y a quelques personnes que j'ai rencontrées autour de l'ultra, avec qui j'ai partagé quelques kilomètres, ou juste avec qui j'ai partagé des pasta parties et des vocaux pendant les épreuves, genre notamment Édouard Delozon, tu vois, où
Monsieur Edouard. Ou bah ouais, maintenant c'est mon ami pour la vie parce que juste on a vécu des trucs, des émotions, des moments qui étaient fous et pourtant c'est que du vélo mais ouais, ça crée ça aussi et c'est vrai que ça des gens que tu connais pas trop à force de partager même de la bouffe dégueu et où tu vois même une Joséphine que moi j'ai croisée avec qui j'ai partagé des bouts de route avec qui et d'autres participantes avec lesquelles j'ai roulé, maintenant, c'est mes potes, quoi. Et juste parce que on s'est retrouvés à faire du vélo ensemble sur un truc super dur et on s'est dit, c'est cool, on est là, on est ensemble, quoi. Et là, je vais te demander de te projeter, Camille, parce qu'au moment où on enregistre cet épisode, on n'est pas du tout à la rentrée 2024, mais si on était à la rentrée 2024, s'il y avait une émotion, je m'attends un petit peu à celle dont tu vas me parler, mais là, on est en septembre, au moment où l'épisode est diffusé, quelle émotion aujourd'hui quelle émotion tu imagines va te traverser en septembre 2024 au moment où diffuser cet épisode? Alors, moi, je suis censée accoucher le 25. Donc, pour alors, le moment, c'est la joie. Pour le moment, c'est un mélange de terreur et d'impatience. On en reparlera. Écoute, courant octobre, on verra comment ça s'est passé. Dans la prochaine capsule santé, tu pourras nous partager ça. Ouais, ça va être. Je vais lancer Strava, je pense. Pour mon accouchement, j'ai vu que ça se faisait. Donc, non, mais je pense que j'ai un mélange lancer Strava, c'est-à-dire. Il y a une. Ah, t'as pas vu? Il y a la news qui est passée. Il y a une nana qui a lancé son Strava pendant son accouchement. Donc, ça s'appelle ses genre pulses et tout. In Labor, avec ses pulses et qui a posté sur son Strava et du coup il y a des gens qui ont crié au génie et comme quoi c'était trop marrant et tout. Il y a d'autres gens qui ont dit c'est n'importe quoi parce qu'on a besoin de tout quantifier, mais du coup ça m'a fait juste super marrer. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai qu'en termes d'épreuve d'ultra, quand même, ça pèse. Donc voilà, donc du coup, non, je ne mettrai pas sur Strava ni mes séances de prépa, ni mon accouchement, c'est promis. Mais non, on verra d'ici là. Et puis après, moi, je suis aussi très curieuse d'explorer l'après. Parce que là, c'est vrai que j'arrive encore à rouler et je vais essayer de rouler le plus tard possible. Et je suis aussi très curieuse et peut-être que ça pourra aider des mamans qui nous écoutent si on se partage après comment est-ce qu'on reprend, comment est-ce qu'on se prépare, comment est-ce qu'on revient sur le vélo. Voilà, moi c'est vrai que c'est une nouvelle expérience aussi pour le corps qui est intéressante, mais écoute, on verra. On parlera de tout ça. Moi, c'est plus l'excitation en septembre puisque la saison aura été terminée. Pour nous, on aura livré notre saison 2024 avec une première édition au Québec et on sera au moment où l'épisode sera diffusé dans la préparation de l'ouverture des inscriptions pour 2025. Donc le 1er octobre, on ouvrira probablement 7 épreuves sur 2025. Donc un nouveau pays qui va être sur Race Across Series en 2025. Donc ça va être l'excitation. L'excitation, est-ce que tout est bien prêt, comment la communauté va réagir face à ça. Donc voilà, ça va être passionnant. En tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses. Merci Camille. beaucoup. Tu nous feras des feedbacks derrière, tu nous diras comment ça s'est passé. Ouais. et puis à toutes et à tous, une très belle journée, une belle semaine, et puis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste. À bientôt.